présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Et c'est sur ce toussement spectaculaire que je vous souhaite la bienvenue à les Geeks contre-attaque en ce samedi 11 janvier 2014. Alors, aujourd'hui, on n'a pas Simon Boucher à la co-animation et on n'a pas Mikey J à la mise en onde, mais qu'à cela ne tienne, à la co-animation, aujourd'hui, je vais avoir monsieur Maître Laurent Maheu. Oui, bonjour Éric. Yes, salut. Et à la mise en onde... Hey, c'est Isabelle Bombe. Oui, Isabelle Bombe qui a déjà remplacé là, pour Mikey, donc c'est pas un visage inconnu. Quoique que le visage soit connu ou pas, on est à radio, donc ça compte pas vraiment. Donc, et alors, cette semaine, on est beaucoup moins nombreux en studio, mais on va avoir beaucoup de fun parce que il y a plein d'affaires que j'ai hâte de vous parler ou qu'on a hâte de survoler avec vous autres. Donc, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine geek spectaculaire. Donc, Isabelle, s'il te plaît. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Donc, en l'absence de Simon Boucher, c'est bien entendu les Geektualités avec Maître Laurent Maheu. Bonjour Laurent, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé durant la semaine? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Non, mais en fait, je blague. Ça n'a pas été une semaine excessivement mouvementée au niveau Geektualité, mais... j'ai tendance à chercher, si Mikey était là, évidemment, il saurait que je vais parler beaucoup d'un de mes 3 sujets préférés aujourd'hui. Oh, OK. Le premier, c'est les ordinateurs quantiques. Je n'ai pas de nouvelles. Ça existe, ça s'en vient un jour. La deuxième, ce sont les voitures intelligentes. Bref, geektualité, mais des recherches disent que vers 2050, on devrait tous ne plus conduire. Et que présentement, les projets de loi feraient qu'un conducteur dans une voiture intelligente devrait faire semblant de conduire parce que s'il texte, dort, mange, ça pourrait compter comme de sa faute si le char a un accident. Donc, il va falloir bien du progrès pour ça. Mais mon vrai sujet préféré, celui qui, je crois, va changer le futur le plus proche, ce sont les imprimantes 3D. Oh. Et cette semaine, je sais pas pourquoi, je faisais pas de recherche particulière sur ce sujet, mais ça l'a donné que j'ai trouvé beaucoup de nouvelles très impressionnantes les unes que les autres. Bon, on commence. La première. Maintenant, vous savez, la NASA produit occasionnellement des images prises par le télescope Hubble qui se promène dans l'espace. Donc, il y a des gens qui font la couleur pour qu'on voit les étoiles, etc., les constellations. Mm-hmm. Mais il y a une clientèle qui ne peut pas apprécier ce type d'image-là. Okay. Ce sont les aveugles. Tout à fait. Donc, il y a des bourses qui ont été données par l'équipe de Hubble pour produire en 3D les images prises par le télescope. Donc, il s'agit en fait d'images produites par imprimante 3D sur lequel, selon la couleur et l'intensité, le schéma 3D permet de toucher aux étoiles. Et la texture va me donner la différence de teinte et tout ça. C'est ça. Donc, ça serait une image 3D pour laquelle on ressentirait l'espace. Ça, toucher le cosmos. En fait, ça, c'est l'étape 1. Ce sont des images plates avec du relief. Ce qu'ils veulent vraiment faire, là, vers où ils travaillent, ce ne sera pas que pour une clientèle aveugle. Ça sera de créer des sphères de cosmos. Donc, d'imprimer un morceau d'espace en 3D que les étudiants, parce que ça vise surtout les étudiants de primaire, secondaire, pour pouvoir tenir dans nos mains et tâter, manipuler, regarder un morceau de l'espace. Donc, de prendre un morceau, le tourner, voir de tous les bords, tous les côtés. Ça se veut gratuit. Donc, les écoles qui vont posséder des imprimantes 3D vont pouvoir faire imprimer ce matériel-là pour pouvoir s'en servir dans ces classes. Ça, c'est très cool. Très. J'ai comme le feeling qu'à un moment donné, on va voir peut-être des genres de sphères transparentes à l'intérieur duquel tu vas voir les planètes placées dans l'ordre qui sont supposées, puis tu vas pouvoir le regarder là, à un pouce de ton visage, ça va être capoté. Évidemment, on l'a pour l'anatomie humaine, les morceaux de squelette qu'on enlève, on l'a pour
tous les morceaux du corps. On l'a aussi pour l'ADN, les molécules. Moi, je pense que l'espace, parce que en même temps, bref, parenthèse, ce qu'ils se rendent compte, c'est que la meilleure façon de contrer le décrochage, c'est pas de faire des examens plus faciles, c'est pas d'avoir des enseignants plus cool, pas être disparus ou quoi que ce soit, c'est de donner envie aux enfants d'apprendre. Et avoir une matière plus intéressante. Donc ça, d'ailleurs, c'est un projet dans lequel Bill Nye, the Science Guy, est impliqué. Oui, j'ai lu des articles là-dessus. Donc lui, il veut que les enfants veuillent apprendre plutôt que de tenter de forcer les enfants à avoir du fun à apprendre. Donc ça peut s'inscrire dans cette démarche-là. Deuxième nouvelle, toujours sur les imprimantes 3D, ça va être ça pour quelques-unes. La revue Time a publié, je crois dans le courant de l'année passée, un article sur la guerre au Soudan. Ça dit Soudan? Soudan, oui. Et comme de quoi, il y a plusieurs personnes qui sont blessées par des bombes, des explosions, tout ça. Et ça parlait d'une personne en particulier qui s'appelait Daniel et qui a perdu ses 2 bras. OK. Et qui, dans l'article, disait que, comme évidemment on parle d'un pays qui est pas technologisé comme le nôtre, donc qui n'ont pas accès aux mêmes services, aux mêmes ressources, et qui disait que, puisqu'il était rendu dépendant des autres, considérait qu'il aurait préféré mourir. Ça c'est sinistre comme article, mais il y a Mike Ebeling, le cofondateur de Not Impossible Labs, qui, eux, ont une ferme qui sont à la recherche de solutions peu coûteuse et, comme on dit, open source pour résoudre des problèmes. Il a lu l'article et a dit « Je vais régler ça ». Donc, il est parti au Soudan. Okay. Et il a apporté des ordinateurs, des portables, des imprimantes 3D et il a été capable de concevoir un bras synthétique à $100 imprimé. Donc évidemment, il imprime les morceaux et ensuite il doit y avoir un peu de main-d'œuvre pour attacher des fils. On peut voir la main qui est capable de prendre des choses. Okay. On peut accrocher des ustensiles. C'est très limité évidemment parce que c'est pas. Mais non, mais c'est ça, c'est à $100. Mais on ne parle pas des bras cyborgs là qui sont connectés sur les sur les terminaisons nerveuses, c'est ça. C'est pas ça. Mais grâce à ça, il y a une petite vidéo que j'ai vue. Justement, Daniel a pu se nourrir pour la première fois, je crois, en 18 mois. Donc, il tenait une cuillère. C'est très, très... Et ce qu'ils ont fait, ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. Ils appellent le projet Daniel. Ils ont formé les gens là-bas à produire et installer. Donc, les gens ont 2-3 ordinateurs, des imprimantes 3D, et ce qu'ils font, c'est à chaque semaine, ils produisent 1 à 2 bras artificiels, les installent sur les gens qui ont perdu des membres, particulièrement les bras. C'est surtout pour le prix, c'est là la grosse avancée. C'est de rendre ça disponible. C'est toujours ça. C'est quand j'avais vu maintenant une conférence sur TED qui expliquait comment faire des lunettes pour moins de $10. Et il se servait de lunettes emplies d'eau. Et dépendant de la quantité de l'épaisseur du film d'eau, ça pouvait ajuster le focus de vision. Et il était capable après ça de fournir une bonne vision à plein de pays pauvres. C'est genre le dernier de leurs problèmes, ça là, que le gars voit pas clair, il a tout le temps mal à la tête. Puis, je trouve ça fantastique de juste une lunette qui coûte même pas $10, mais qui est ajustable. Tu dis, ma vue rendu temps, tac, on l'ajuste. Ça, c'est génial, là. Mais je trouve ça écœurant. Écoute, heureusement que dans les pays sous-développés, il fait pas au moins 40 puis que l'eau gèle pas dans les lunettes. Non, ça serait pas terrible, ça. Déjà que ça givre sur le dessus quand tu rentres à chaleur, mais en plus, c'est gelé dedans. Tes lunettes éclatent et bon. Ouais, c'est pas terrible, ça. J'imaginerais qu'ils ont prévu quelque chose contre ça. Avec un petit peu d'antigel, là, tu vois bleuter. Ou du sel dans l'eau, là. Maintenant, l'autre nouvelle, toujours sur l'imprimante 3D, celle-ci, je vous avoue, m'a fait tomber sur le cul. Okay. Je vous explique. À chaque fois que je vais vous parler des imprimantes 3D, ça va toujours la même thématique. Je vais vous dire, il y a telle technologie que maintenant c'est rendu moins cher, plus abordable, ou ben ils ont réussi à faire un pont dans le tiers-monde pour séparer, pour réunir deux. Ça va toujours être. Mais cet article-là ne s'inscrit pas dans cette veine-là. C'est de l'impression 3D de nourriture. Hein? Donc, il y a un créateur de pâtes, Barilla, qui serait le plus grand producteur de pâtes au monde, qui a inventé une imprimante 3D à pâtes. Donc, eux veulent vendre cette imprimante-là au restaurant, avec évidemment les cartouches. Alors, ceux qui ont des imprimantes à la maison, vous savez à quel point ça peut être cher une cartouche d'imprimante. Mm-hmm. Donc, ils veulent vendre ça pour que les restaurants puissent en quelques minutes imprimer
des pâtes. De la forme qu'ils ont besoin avec la pâte que Barilla va leur fournir. Qui vient justement de la cartouche. Ouais. Mais là, je parle pas de faire imprimer des pâtes et ensuite on les fait cuire comme des pâtes fraîches. On imprime le produit final. Hein? La pâte prête à consommer. Et c'est ce qu'on appelle de l'art culinaire. Hein, Mais exactement ça. Et ce qui s'en vient de plus, c'est qu'on peut imprimer les pâtes de la forme qu'on désire. Donc, pas juste un splouche de spag sur une assiette avec 2-3 tournis. On pourrait et on va faire des dessins. Donc, dans l'article qui donnait une idée, par exemple, vous prévoyez un souper romantique avec votre copine pour la Saint-Valentin. Vous pouvez appeler à l'avance pour faire préparer un repas de pâtes en cœur. Donc, on va imprimer de la nourriture, des pâtes. Évidemment, eux seraient les premiers à vouloir s'installer dans les restaurants, tout ça. Et surtout, comme ils disent, l'imprimante coûterait pas très cher, mais ce serait des cartouches de pâtes après ça qui coûteraient cher. Ils pourraient se mettre riches avec ça. Eux, ce qu'ils disent, c'est que ça permettrait au restaurant de ne pas avoir à faire des pâtes. Donc, tout le processus de farine, tout ça. Donc, dans le prep. Et ça dit, en dedans de 5 minutes, on peut imprimer des pâtes prêtes à manger dans la position qu'on veut. Est-ce qu'il faut les faire cuire après ça? Non, ça sort prêt à manger. Maintenant, je sais pas. Donc, c'est une imprimante qui chauffe en plus. Mais t'as pas besoin. Pourquoi tu mettrais de l'eau? Mais c'est parce qu'il y a de l'eau dans des pâtes. Non, mais ça sort, comme c'est jamais séché ou, sont fraîches, sont prêtes à manger. Évidemment, je ne suis pas un chimiste de la cuisine. Non, c'est ça, mais l'article semblait dire que, c'était prêt à consommer à l'instant que c'était imprimé. Il restait juste à faire chauffer, j'imagine, parce que ça les imprime pas chaudes en plus, là, mais théoriquement, la cartouche doit faire chauffer. Fait que ça se peut que la température soit elle-même déjà prête. Ah, ouais! Donc, OK. Donc, et voilà, on peut imprimer en 3D à peu près tout. Dernière nouvelle sur les imprimantes 3D avant qu'on passe à la toune de la semaine. Ouais. Encore là, comme je vous disais, les autres nouvelles sont pas surprenantes, quoique on est toujours un peu surpris. Il existe une imprimante 3D qui peut construire une maison en 24 heures. C'est une imprimante 3D qui se sert de ciment plutôt que de plastique. Ouais. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est sur un terrain plat. On installe 2 rails de chaque côté et il y a une machine qui ressemble à une grue en U qui se met à imprimer la maison en avançant et en reculant étape par étape. Donc, et ça, j'ai vu le démo. C'est vraiment, et pas une maison, un petit shack carré ou quelque chose. C'est ça, pas des belles constructions. Et évidemment, pour ceux qui s'imaginent que ça se peut pas, il y a également je veux dire, comme des mains qui viennent placer les autres, la toiture, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait en ciment. Parce que ça fait imprimer des murs. Toute une maison en ciment, je veux pas avoir à chauffer ça l'hiver, ça coûte une fortune. et là, l'article soulevait un point intéressant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la construction. Et si le futur de la construction va changer pour ça, il y a comme une crainte que ça vienne voler des jobs. Un peu comme pour la conduite de voitures intelligentes. Ouais, ou comme la conception de voitures. La conception on a eu ça, une couple d'années, là, les robots dans la série là, qui faisaient les voitures, plein de monde qui pensait que ça allait. Mais l'article faisait juste une brève parenthèse, juste pour montrer que le futur n'arrête pas. À l'époque, je crois en 1916, il disait, au recensement américain, il y avait 56% de la population qui travaillait sur des terres agricoles. Okay. Et là, avec l'avenue de la technologie, des mécanismes, tout ça, ce serait à 1,6% de la population qui serait sur des terres agricoles. C'est pas énorme. En plus, tantôt, tu parlais, Laurent, qu'en 2050, les voitures se chaufferaient toutes seules, mais peut-être que toutes les machines agricoles aussi vont se chauffer toutes seules, donc il n'y aura plus besoin encore moins de monde sur les terres agricoles. Possiblement. Mais l'idée, c'est que pour ceux qui disent que ça va causer la fin de l'économie de construction, on a survécu à la fin de l'économie agricole, où est-ce que la moitié de la population. Donc, c'est sûr que si vous travaillez dans la construction, je vous invite à à devenir un peu plus techno-compétent, parce que c'est sûr qu'il va toujours falloir du monde pour s'occuper des machines et les superviser lors de la construction. Essentiellement, ça devient tout le temps un shift. Parce que le monde pense, c'est des jobs, on les perd, oui, mais les gens vont trouver autre chose. Le marché du travail va évoluer en fonction des besoins puis de l'offre puis de la demande. Ça va toujours fonctionner comme ça. Donc, j'ai pas, oui, il y a une catastrophe entre guillemets pour un domaine, mais c'est évolutif, ça va devenir autre chose. Je suis pas vraiment inquiet outre mesure d'une catastrophe
sur le monde du marché professionnel terrible. Là. Ça va juste switcher bien lentement comme le reste. Oui. Alors, c'est tout pour mes geektualités 3D. Il m'en reste quelques-unes, notamment un regard rapide sur le Consumer Electronics Show, le CES. Oui, il y avait la semaine dernière. Oui, c'est en fin de semaine passée, je pense. Je pense que ça se terminait cette semaine. Okay, On va passer à la première toune de la semaine. Oh, OK. Fait que ça serait cool d'avoir le thème. Isabelle, le thème? OK. La chanson de la semaine! Et la chanson cette semaine est une gracieuseté de Laurent. Donc, Laurent? Oui, alors, cette semaine, j'espère que je ne suis pas le seul qui reconnaîtra la chanson. Ça vient d'un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est le jeu Rez, qui était sorti sur le PlayStation 2 dans le début des années 2000 et qui a été remixé Rez HD en 2008 sur, je crois, Xbox Live. Okay. C'est un jeu psychédélique dans lequel on infiltre un ordinateur et on est comme un avatar qui flotte. C'est on dit shooter on rail en anglais comme style. Et la particularité, c'est que tous les niveaux sont habités de musique et de musicalité. Quand on tire, ça fait de la musique. Quand ça explose, ça fait de la musique. Les niveaux changent selon les beats, etc. La chanson s'appelle Rock is Sponge, tiré du jeu Rez, et ça a été composé par Jujuka. OK, bon, on écoute ça. Et ça commence rough, gang. OK.
Entendre Rock is a Sponge, tiré du jeu Rez, qui est sorti au début des années 2000 sur le PS2. Et c'est composé par Jujuka. Vous venez d'entendre un court extrait de 2 secondes de la prochaine tune de la semaine. Si vous l'avez reconnu, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je l'ai prise. Ouais, d'après moi, c'est dans Mega Man 2, dans le castle d'Otto Willy, mais c'est un wild guess. Tu sais, c'est littéralement ça. Le ouais, bon jeu, le bon. J'ai entendu 2 notes à 6 reprises, puis je sais c'est quoi. Mais c'est moi. Donc, alors, on continue du côté des geektualités, mais peut-être un petit peu plus techno. Ouais, ok. J'aimerais, avant qu'on continue, on a un morceau de technologie qui a eu 7 ans. Cette semaine, le 9 janvier. Bon, moi et Eric en studio, on peut pas le prouver. Peut-être non plus Isabelle. C'est un ami que plusieurs personnes ont dans leur poche, peut-être même présentement, peut-être même que vous écoutez la radio avec lui ou en train de jouer à Angry Bird avec lui. Le iPhone a eu 7 ans le 9 janvier. OK. Et déjà, donc quand ça même passe vite. Parce que je sais que la première année, ça avait pas été un gros succès. Ça a pris du temps avec sa lèvre. Est-ce que je me trompe? Ou, non, tu te trompes. Alors, ça l'a révolutionné. Immédiat, le monde... Oui, c'est vrai. Ouais, oh non, mais s'il y a une chose que Apple sait faire, c'est donner envie d'acheter quelque chose. Ouais, c'est mettre du monde dehors en ligne à minuit le soir. Là. Absolument. Puis le premier iPhone, ça l'a révolutionné les téléphones intelligents. Oui. Si vous avez, que ce soit Android ou n'importe quoi, il y a beaucoup qui a été changé à cause ou grâce des iPhones parce qu'ils se sont dit, hop là, la barre est haute. Mm-hmm. Donc, bravo iPhone, bon 7 ans. Maintenant, quand je vous parle d'une bibliothèque, une librairie municipale, à quoi vous attendriez à l'intérieur? Ben, de l'espace, une grosse quantité de livres, une belle sélection, des belles places pour s'asseoir. Alors... Des cassettes. Je veux des VHS. Au Texas, il y a une librairie qui est ouverte cette semaine qui ne contient aucun livre physique. C'est une bibliothèque qui ne contient que des livres digitaux avec les gens peuvent emprunter les book readers, les Kindle, les choses comme ça pour lire des livres. Maintenant, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est « Oh mon Dieu, ça doit coûter cher par rapport à une bibliothèque normale. » Mais le coût caché d'une bibliothèque, ce n'est pas les livres ou les ordinateurs, c'est la construction. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous avez une bibliothèque chez vous puis vous avez plein de livres dedans puis vous dites j'aimerais ça déplacer la bibliothèque à côté, vous vous rendez compte que 20, 30, 40 livres, ça pèse lourd en motadis. Donc et même chose lorsqu'on construit une bibliothèque, on doit prendre en compte le poids des livres et ça augmente le coût. C'est pour ça que ça coûterait 1 million de moins à produire une bibliothèque digitale comme celle-ci que de produire une bibliothèque normale. Question comme ça. Pourquoi se déplacer pour aller à une bibliothèque digitale quand on peut le faire digitalement de chez soi? Mais encore là... C'est quoi l'avantage d'aller sur place, dans le fond? Mais pour la même raison que pourquoi aller à la bibliothèque si je peux acheter un livre sur Amazon? La problématique reste similaire. 1, on veut pas tous acheter tous les livres qu'on veut lire. 2, on n'a pas tous accès à ça. Ah, ok, quand tu vas là-bas, tu peux les lire gratuitement, dans le fond. Oui, tu lis gratuitement. Tu ne payes pas. T'es membre, comme n'importe quelle bibliothèque, et tu vas prendre un Kindle, et tu vas prendre le dernier livre de Stephen King, tu vas partir chez vous avec. Ok. Donc, ils prêtent les lecteurs, les lecteuses, les lectrices... Je sais pas comment on appelle les ça. Lectoises. Mais ben pas. Les readers en français. Mais donc, on emprunte ça. Et paraît-il que le retour de ces machines-là serait plus grand que le retour des livres. Fait dans le fond, le Kindle t'appartient pas. Non, tu vas sur place, ils te prêtent un Kindle avec les livres que t'as demandé. Tu vas lire ça à la maison et tu ramènes le Kindle une fois terminé. Exactement. Et tu peux rester sur place aussi et lire sur un Kindle. Donc, c'est la technologie qu'ils ont. C'est au Texas. Moi, ça m'a surpris un peu parce qu'on a comme un préjugé des Texans. Oui, de dire qu'ils sont pas nécessairement avant-gardistes. Là. On va dire ça comme ça. Et cet article-là m'a fait lire un autre article.
parce que ça parle évidemment de si on ne rapporte pas un livre, ben on part en quelque sorte avec le Kindle. Mais au Texas, ne pas rapporter un livre, qu'il soit papier ou virtuel, c'est considéré comme un vol et tu peux faire de la prison. Oh. Donc peut-être que ça encourage les gens. Sans compter qu'un Kindle, il y a façon de retrouver, de pinpointer, de retrouver ça. Ils peuvent, tu sais, d'après moi, tu laisses des informations de carte de crédit, peut-être un dépôt, quelque chose, que j'imagine que tu pars avec une machine de Probablement. Puis sinon, c'est facile à retracer de toute façon. Maintenant, des nouvelles pour vous mettre en maudit. Oh. On le sait, ceux qui achètent des jeux vidéo, des produits, tout ça, on a ce qu'on appelle le Digital Right Management, le DRM. Ça dit tu peux pas installer ci plus que tant de fois ou hop. Ils ont essayé de différentes façons. De façon, de différentes façons, ils ont essayé de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui voulaient. Eh bien, ils ont réussi à mettre un DRM sur une machine. Donc, la machine en tant que telle, c'est un morceau de pièce industrielle qui gère des données, blablabla. Oui. Sauf que c'est inclus à l'intérieur un GPS et un senseur. Si la machine est déplacée, la machine cesse de fonctionner. Et pour la réallumer, on doit communiquer avec la compagnie pour obtenir un nouveau code. Donc, en achetant une machine qui est notre propriété, c'est pas loué, cette machine-là, on doit toujours solliciter la compagnie pour faire déplacer la machine. La raison légale derrière ça, c'est pour empêcher que ce type de machine-là soit déplacée en Iran, où il y a un embargo et on n'a pas le droit de vendre et des choses comme ça. Sauf que le problème, c'est que maintenant, ça existe. Maintenant, les compagnies sont capables de mettre ça à l'intérieur de vos machines et ça se peut que de plus en plus, on doive demander la permission pour utiliser des choses qui nous appartiennent. Moi, ça m'a donné un grand frisson. Parce que dans le fond, plus ça va, moins ce qu'on achète nous appartient, dans le fond. Oui, plus la technologie avance, plus on se rend compte que ça n'aurait jamais dû nous posséder auparavant. Parlant du fait que les choses nous appartiennent pas au taquet, nous, notre émission, c'est pas nous autres qui payent pour les mettre en onde, c'est les publicitaires. Donc, on va vous laisser pour un petit 2 minutes de pub et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Revenez, s'il vous plaît. Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie même est trop courte. Mon amour, fais-moi la courte. 89.1 Québec. On n'en a plus rien à foutre. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un peuple. Les héros comme les fiottes, le soleil comme la flotte. Profite. Puisqu'il faut vraiment s'aborder le navire, on va se finir. Oui, si tu... La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du Marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères, les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. En janvier, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 15 janvier, les aventuriers voyageurs au Costa Rica. Le 23 janvier, l'Opéra national de Paris, Aïda. En 2014, offrez-vous le rire et le suspense et procurez-vous la carte d'abonnement de 9 films au prix avantageux de 70,95. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. La compagnie Camp vous invite au Sacrilège le mercredi 15 janvier à compter de 21h afin de financer sa prochaine production théâtrale Détour de chant. Pour réchauffer l'ambiance, vous pourrez tricoter avec l'équipe du spectacle au son de l'accordéon. De plus, apportez vos vieux bas troués, vos bâtons de hockey et skis usagés. Des prix seront tirés au sort parmi les généreux donateurs.
Le 15 janvier, dès 21h, venez prendre un verre au Sacrilège avec la compagnie Camp. Détour de chant sera présenté à premier acte du 11 février au 1er mars. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de Yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour une deuxième demi-heure remplie de geekitude ou de trucs geeks ou de petits termes que vous voulez qui est équivalent. Donc, ce que je veux faire pour le début de la deuxième demi-heure, c'est que je fais pas souvent de chroniques parce que j'en fais pas souvent. J'ai pas de raison logique de pas en faire souvent, mais j'en fais pas souvent. Donc, il s'appelle, pitch-moi donc un thème suivant, s'il te plaît. Chronique jeux vidéo! Et je vais vous parler de mes expériences de jeux vidéo récentes, parce que là, le thème s'applique pour généralement les nouveautés des jeux vidéo, tout ça. On peut ratisser large. Dans mon cas, j'ai une chronique qui s'en vient dans quelques semaines, mois, ou quand je vais me décider de faire le thème. Là. Parce que je veux faire une genre de chronique de critique en retard, parce que je joue tout le temps au jeu de 4 ans après tout le monde. Alors, pour la chronique en retard, le thème est en retard. Exactement. Et donc, pour ta première chronique en retard... Ouais, c'est ça. Fait que, donc, ce que je veux faire, c'est que je vais vous parler de... J'étais sur Skyrim, il y a quelques mois. J'en avais parlé, j'avais starté une game, puis que je voulais juste me battre au point avec un bouclier pour faire à la Captain America, puis finalement, j'ai décidé de larguer le bouclier parce que les animations de combat main nue déclenchaient pas à une main. Mais ça, c'est pas important. Et là... suite à certains changements, j'ai décidé d'aller dans des jeux vidéo, je passais par là, je regarde les jeux, pour me trouver quelque chose en particulier, que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs, donc avis vous intéresser, c'est impossible de trouver Hawks, un des premiers jeux de PS3 qui est sorti, un jeu de simulation de jet, parce que j'aime ça pour une raison weird, et Ace Combat, mais peu importe, j'ai cherché, je les trouve pas. Et là, je vois la trilogie de Mass Effect, comme ça, $40 neuf. J'aime le sci-fi, j'ai pas touché encore à Mass Effect, j'ignorais pourquoi. Je savais que c'est un bon RPG, je le prends, je vais l'essayer. Et là, je découvre quelque chose que personne m'avait dit depuis toutes ces années. Pourquoi Mass Effect est gros comme ça? Oui, le RPG est bon, t'inquiète, mais il y a un côté du jeu que moi j'avais pas vécu, parce qu'étant un joueur de console, les jeux d'exploration spatiale étaient quelque chose qui était comme pratiquement inexistant. Il y avait eu quelques jeux de Genesis à l'époque, puis mais c'était principalement un type de jeu qui était réservé à l'ordinateur, dans le fond, qui était pas disponible sur console. Et il y a un côté exploration Mass Effect que j'ai adoré. Et là, j'ai embarqué. J'ai joué. J'ai tripé comme un malade. Et là, j'ai comme compris un peu le hype. Et finalement, j'ai rien compris parce que j'ai juste joué au 1. J'ai pas encore joué aux deux autres. Je viens de terminer le 1. Et non, c'est ça, là, les choix, tout le kit, ça influence le reste de l'histoire, je trouve ça fascinant. Et on m'a dit que c'est au 2 que ça start. Parce que j'ai pas pu jouer au 1. Le 1 était au Xbox seulement. C'est quelque chose que j'ai pas compris, ça. Pas compris. Voyez-vous, j'y repense live comme ça. Puis je me rends compte que BioWare faisait beaucoup plus de jeux de PC que de jeux de console. Donc c'était logique qu'il y a le plus vers Xbox que d'autres choses. D'ailleurs, c'est-tu vrai qu'il y a... Parce que j'essaie de... Là, je pédale, là. Les rumeurs seraient-ils confirmées sur un nouveau Knight of the Old Republic? Parce que j'avais entendu parler qu'il y avait une possibilité que BioWare travaille là-dessus. Je sais pas s'il y a eu des... Malheureusement, je ne connais pas ce type de développement-là. C'est fort possible parce qu'il y a toujours des rumeurs sur tout. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'ai comme réalisé que moi, j'avais pas joué à ces jeux-là. J'avais pas joué au Qatar, j'avais pas joué à Jade Empire. J'avais beaucoup entendu parler de ces jeux-là. Et là, voyant la façon que BioWare fait le RPG, puis j'avais pas joué à Dragon Age non plus, que je m'étais fait beaucoup parler aussi en passant. Oui, pour lequel il n'y a pas de suite. Il y a juste Dragon Age 2. Dragon Age 1, pardon. Okay, Ceux qui ont joué au 2 sont peut-être d'accord avec moi qu'il y a juste le premier qui compte. Ah ouais. C'est un peu comme ben des choses, comme Matrix. Le 1 excellent. Ou la trilogie d'Indiana Jones, qui était 40. Que la trilogie d'Indiana Jones.
Il y a des jeux comme ça. Et pour ceux qui sont geeks et qui évidemment ont joué à Mass Effect 1, 2, 3 il y a plusieurs années quand ils sont sortis, moi je trouve ça cute de t'entendre parce que je sais que quand tu vas jouer au 2, tu vas avoir certaines découvertes, notamment l'exploration, ce que tu sembles avoir aimé, embarquer dans le buggy puis se promener sur les dunes. Ben juste se promener aussi dans les systèmes solaires, je sais ça change dans les autres jeux, il y a moins d'emphase là-dessus, mais c'est pas grave, j'ai eu mon fixe, je suis content. Parce que c'est toute une débarque. OK. Alors, dans le premier, évidemment, il y a des gens qui aimaient pas ça, se promener sur la planète, mais ça ne peut pas être pire que ce qu'ils ont fait dans le 2 et le 3, de scanner les planètes. Ah, ok, ouais, c'est plus, ok, c'est pas... C'est comme passer aspirateur sur un coussin jusqu'à temps que tu pognes les graines. C'était quelque chose de moindrement le fun, puis on décide de rendre ça totalement plate. Mais ça, c'est mon opinion. Parce si que, vous avez aimé ça, parce que j'aimais ça d'arriver sur une planète étrangère, de découvrir le type d'atmosphère, d'être là, de voir le niveau de danger. Tu sais, tu peux pas rester en dehors de ton véhicule longtemps. Puis les terrains sont plus escarpés et accidentés sur certaines, d'autres c'est plus calme. De voir juste le panorama. Souvent, tu avais une planète, ça a été décrivé dans la description qu'il y avait comme 2 lunes. Tu arrives sur place, tu vois les 2 lunes, ou tu vois C'était superbe. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la musique de ce jeu-là. Et fait à noter, quand j'ai booté le jeu la première fois, quand j'ai mis le jeu dans la console, j'ai commencé. J'entends la musique partir, j'adore la musique de Mass Effect, j'ai adoré la trame sonore. Et ça me rappelait vraiment les vieux films de science-fiction que j'écoutais quand j'étais jeune. Et par association, par accident, quand j'avais commencé ça, j'avais montré quelque chose à parce que mon père est gamer aussi, puis des fois je montre des affaires, il y en a des jeux chez nous, puis là j'explique des cossins. Et je le mets en français pour ça, parce qu'il joue en français. Fait que là, ma console était restée en français. Je start Mass Effect, ça commence en français. Je fais pas si pire, c'est bien. Et là, après ça, je dis bon, je vais commencer ma game pour vrai, je le mets en anglais. Et je suis comme... J'ai retourné en français. J'ai fait Mass Effect 1 en français. Oh, Moses. La raison pour laquelle j'ai fait ça, par association, vu que ça me rappelle les vieux films de science-fiction de mon enfance, que j'ai tout écouté quand j'avais 8 ans en français, bien sûr, donc c'est comme attaché. Mais de 2, la traduction en français est non seulement excellente, mais supérieure, je trouve, au voice actor en anglais. Honnêtement, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Et checkez par vous-même, faites une vérification, mais vraiment là, de très haute qualité, la trame sonore française de Mass Effect, à tout le moins pour le 1. Ça, je vous confirme, je suis très 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 satisfait de ça, et ça va faire en sorte que pour certains jeux, je vais essayer les deux avant de faire mon choix. Parce que, dépendant dans quel univers ça se situe, ça peut être plus immersif. Souvent dépendant du mode que ça vous rappelle. Moi, ça me rappelait quelque chose qui était tellement loin dans ma mémoire, et qui était tellement associé à une façon, à des termes. J'écoutais les patrouilles du cosmos, les vieux films. Tu sais, puis c'était tout en français avec les termes en français de science-fiction, donc j'ai comme par association, c'était comme nécessaire que. Est-ce que c'est Edgar Fruitier qui fait la voix de Shepard en français? Non, c'est pas des. Joël Legendre. c'est pas les doublures usuelles qu'on entend dans les films ici. Mais honnêtement, là, donnez-y un essai si vous l'avez à la maison, juste pour le fun, essayez-le un peu. J'ai été agréablement surpris de la qualité de la traduction, puis ça va faire en sorte que je vais essayer d'autres jeux. Ironiquement, une série de jeux que récemment j'ai joué les dernières années, puis que j'étais déçu de la traduction française, c'était Assassin's Creed. Et pourtant, ça a été fait en grosse partie au Québec. Et pourtant, ça a été... Ubisoft est une compagnie française. Je me disais, il me semble que la traduction française va être parfaite. Ça va être comme... Non, c'est pas si hot que ça. C'est vraiment plus en anglais que ça se passe pour l'Assassin's Creed. Puis je suis déçu un peu de ça, parce que je me disais, sans qu'Ubisoft, ça devrait être un exemple à donner pour... En tout cas, peu importe. Là. Je divague un peu, mais reste que ça a rendu pour moi, ça m'a ouvert l'esprit à essayer les deux bords pour éventuellement faire mon choix pour chaque jeu que je vais jouer à partir de maintenant. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que longtemps, on a subi des tentatives de traduction en français de jeux à une époque. Là, je me rappelle, je pense que c'est Zelda Link to the Past qui avait sorti en français et en anglais. Tu fais acheter la cassette en français ou en anglais à une certaine époque. Oui, et je pense même Link's Awakening sur Game Boy. Je me souviens l'avoir joué en français. Puis c'était très souvent aléatoire. C'était parfois réussi. Zelda, il n'y a pas une quantité énorme de texte, fait que c'était quand même bien, mais il y a d'autres jeux que c'était très aléatoire. Ça faisait instruction de Mob Ikea, là. C'était pas terrible. Donc, là, de voir que la qualité s'est grandement améliorée pour bien sûr, les jeux AAA. On se fera pas de cachette. Des jeux en deçà de ça, souvent pour les moyens de faire des traductions, autant pour le dubbing, si on permet l'expression, la traduction vocale, mais que pour les textes. Mais... En fait, on parle de localisation. Ah, okay. Pour les jeux vidéo, imaginons qu'on est
une compagnie, on fait un jeu vidéo en anglais et qu'on veut le mettre sur le marché japonais ou allemand, on va localiser le jeu. C'est pas juste de passer les mots dans Google Translate et de les recopier. Que les expressions soient adéquates, que les références soient adéquates. Et ouais, là, pour évidemment faire... parce qu'il y a des jeux, juste une parenthèse, par exemple, sur Fallout, qui a eu beaucoup de problèmes à être publié à l'international à cause des vaches. Les Brahim? Les Brahim. Oui. Je crois que le mot Brahim, ça fait référence à quelque chose en Inde et que culturellement on peut le prendre comme dans Final Fantasy, on a toujours des dieux qui embarquent lorsqu'on les appelle, mais paraît-il que en Inde, ça l'a pas passé. Alors que les vaches s'appellent Brahim, ils ont été obligés comme de censurer en quelque sorte là. Aux États-Unis, il a fallu qu'ils censurent les enfants. Parce que dans Fallout, les deux premiers, dans le premier, assurément, on pouvait tuer les enfants. OK. Il faisait partie des characters qui étaient comme, que tu pouvais, comme, faire ce que tu voulais avec, là. Faut tuer n'importe qui. Et c'était des pickpockets. Des fois, ils passaient proche de toi, hop, ils te volaient quelque chose, et on pouvait les voler. Mais bref, c'est quelque chose qui a été censuré pour les Américains aussi. Mais un exemple de localisation comme ça, qui était majeur, que je me rappelle, puis c'est pas relié avec les jeux vidéo, mais pour ceux qui ont joué à Magic the Gathering, le jeu de cartes, là, qui est un jeu qui est vendu à l'international, qui est traduit en 70 langues et plus, ceux qui ont vu le jeu un peu savent qu'il y a au-dessus de 30-40 000 cartes différentes, avec des art, des illustrations différentes aussi. En Chine, qui est potentiellement un gros client, il a fallu qu'ils refassent toutes les illustrations sur lesquelles il y avait des squelettes. Parce que les squelettes en Chine, culturellement, c'est un big no-no. C'est comme un peu comme mettons les pentagrammes aux États-Unis, ça passerait pas. Parce que la référence au satanisme, parce qu'ils sont frileux là-dessus. Donc là-bas, il a fallu que toutes refasse les illustrations sur lesquelles il y avait des squelettes. Et je peux-tu vous dire que sur des dessins de cartes de Magic, des squelettes, il y en avait au pouce carré, là. Il y en avait un puis deux. Donc, ça a été un des défis les plus gros pour Magic, pour s'expansionner partout dans le monde. C'est de tout refaire quasiment le matériel pour adapter ça à la Chine. Mais il avait testé en faisant une série de cartes exprès pour eux, qui s'appelait Portal, qui était un peu basé sur Romance of the Three Kingdoms. Pour ceux qui connaissent l'univers de Romance, les jeux vidéo, entre autres, qui ont été faits là-dessus. Les Dynasty Warriors, etc. Non, moi, j'ai toujours joué à Legend of the Five Rings quand je faisais des cartes. Oui. Mais qui est un peu basé sur cet univers-là aussi, de toute façon, là. Fait que, ouais. Donc, voilà, la localisation. Donc, dans le fond, mon point sur Mass Effect, c'est, oui, c'est un bon jeu, c'est à la hauteur du hype, toute la kit, mais ça m'a ouvert les yeux sur la traduction en français, que ça redevient une option viable. Tu sais, sur bien des jeux que j'avais juste comme tassé ça comme option. Surtout, exemple, des jeux de sport aussi. Puis, jeux de hockey en français, c'est incompréhensible en français. Parce qu'il n'y a aucun terme qu'on connaît. Ils ont traduit ça en français de France, comme eux décrivent le hockey, pas comme nous autres on le décrit. Donc, t'essaies de voir les options, tu comprends même pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ça fait même pas de sens traduit mot à mot, peu importe. Donc on vient d'apprendre en direct que, en ce qui concerne les jeux vidéo, t'es au 2. Ben oui, regarde, je suis ouvert aux deux options, donc donnez-y un try. Puis si vous voulez commenter sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque, quel jeu la traduction française vaut vraiment le déplacement? Ou l'inverse. Ou c'est tellement mauvais que ça peut être drôle. Regarde, amusez-vous sur la page Facebook des Geeks, et nous autres on va vérifier ça, puis on commentera pendant la semaine. Donc je pense que c'est le temps pour la deuxième tour de la semaine. Ouais, je pense que c'est le temps de la deuxième tour de la semaine. La chanson de la semaine 2! Et puis, est-ce que je suis en train de magasiner mon ordi présentement, aujourd'hui même, donc j'ai toujours pas façon d'updater mon iPod. Donc c'est Laurent qui a choisi les tunes de la semaine cette semaine. Alors évidemment, tantôt on a entendu quelques secondes et t'as pu deviner sans aucune faille quelle était la chanson. La chanson c'est Dr. Wily's Stage, tiré de Mega Man 2, mais c'est repris par l'artiste qui s'appelle Smooth McGroove, qui fait des acapellas lui seul. Il s'enregistre 8 fois en train de faire chacune des vocales. J'ai pris cette chanson-là en particulier parce que c'est sorti en je pense 89 ou 90. Oui, Cette chanson en particulier se retrouve toujours dans le top 3 des chansons les plus mémorables. Après 2 secondes, tu l'avais reconnu. Et c'est normal. Il y a une certaine qualité dans ces chansons-là qui font que on les reconnaît, on les aime, on les siffle, on les chante. Quelque chose qui se perd. C'est pour ça aussi que il y a seulement 3-4 grandes trames qu'on se souvient, les Final Fantasy, etc. Mais Mega Man 2,
Dr. Wily Stage, fait par Smooth McGroove en acapella. Yes. On vient d'entendre Dr. Wily Stage tiré du très mémorable Mega Man 2, reprise par Smooth McGroove. Et regardez son channel YouTube, si vous avez l'occasion. Le gars, là, c'est un gars huge avec une grosse barbe, mais qui te fait des... Ah, c'est pétérel. Ouais, il s'enregistre 8 fois et il fait chaque trame vocale et ensuite les remixes ensemble. C'est ça, puis sur les vidéos, tu vois toutes dans le fond, toutes les takes différentes, filmées, différentes dans la même image. En tout cas, bref, je l'explique de façon très, 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 très poreuse, mais vous comprenez le principe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que il nous reste une dizaine de minutes à l'émission, donc on va faire un survol, parce que si Maître Maheu est ici, il faudrait quand même parler de sa spécialité et de la raison même de son adhésion au Geek Contre-Attaque. Donc, séduire les... Ah non, parler de télévision. Oui, c'est ça, parler de télévision, donc s'il te plaît. La chronique télé avec Laurent Maheu. Oui, alors ça, c'est une chronique. La chronique télé, je la refais périodiquement. Oui. Mais c'est une chronique que j'avais faite au début de septembre et que je vais faire maintenant. Parce que, comme on le sait, les séries télévision, ça va et ça vient avec les saisons. Donc, je voudrais vous informer un peu de ce qui s'en vient, qui est nouveau, que moi j'ai dénoté. Ce qui s'en vient, qui est de retour, soit après une absence ou bien parce qu'ils ont pris une pause durant le temps des fêtes, et juste vous rappeler que ça existe. Je vais commencer par les nouveautés. Et il y en a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Je les ai filtrées selon mes goûts et je crois la qualité de production. Ça se peut que vous en ayez entendu parler d'autres, et ça se peut qu'il y en a d'autres qui soient meilleurs que je ne mentionne pas, mais évidemment je ne peux pas toutes les écouter. C'est sûr. Une que j'ai très hâte d'écouter parce que il y a 2 comédiens très importants reconnus qui y vont jouer. Ça s'appelle la série True Detective. C'est une nouvelle série avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Qui jouent 2 détectives en Louisiane.
sur deux époques, mais deux moments, en 1995 et en 2012. Okay. Et les deux histoires montent en parallèle, donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé en 95. On voit des images de Matthew McConaughey en 95, ce qui est tout jeune et autant fringant que le maquillage peut le faire, et en 2012, qui a l'air d'un sans-abri épouvantable. Ça commence le 12 janvier sur HBO, ça j'ai très hâte, juste pour voir ces deux comédiens-là. Ça, puis deux acteurs hollywoodiens, deux qui étaient des A-list à un certain moment donné, là, qui pouvaient vendre des films à eux tout seuls. C'est plus le cas aujourd'hui. J'ai pas vérifié, mais c'est peut-être leur première apparition sur télé dans les récentes années. Hein? Règle générale, pas la rumeur, mais on dit que une fois que tu arrêtes de faire des films et tu fais la télé, tu feras plus jamais de films. C'est pas nécessairement le cas. Je suis pas certain que des gars comme, mettons, Kevin Spacey qui a fait House of Cards fera plus de films à partir de là. On s'entend que c'est assez mort, là, cet adage-là. Une autre série qui s'en vient sur FX, toutefois en juillet. Bon, je prends de l'avance. Ça s'appelle, est un peu plus science-fiction, celle-ci, The Strain. Okay. Inspiré par un roman coécrit par Guillermo del Toro. Oh! Et qui sera dirigé par Guillermo del Toro. Il va diriger une série télé? Oui. Ça s'appelle The Strain. C'est le combat d'humains. Mais pas le combat, mais c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un virus qui commence à prendre le contrôle de l'humanité. Sauf que c'est un virus aux caractéristiques vampiriques. Donc, il y a très peu de détails. Est-ce que c'est les gens se transforment en vampires? Est-ce que c'est un virus qui fait que les gens... ou tu sais, il y a un peu ça, mais ça va tourner alentour d'humains qui vont tenter de découvrir d'où vient ça, comment s'en protéger, etc. Okay. Il y a plusieurs acteurs que j'ai pas pris en note parce que je les reconnaissais pas, mais il y a beaucoup de gros noms attachés à ça. Il y a une série qui s'inscrit dans l'horreur un peu, Penny Dreadful. C'est une série qui se passe à Londres victorien, qui devrait jouer cet été en remplacement de Dexter. C'est une série dans laquelle... Dexter est terminé, dans le fond? Oui, c'est ça. Je suis pas au courant. Oui, la dernière saison, c'est de l'année passée, mais elle n'a pas eu lieu cette dernière saison-là. Donc... Hein? Ah, ok, c'est la même chose qu'Indiana Jones puis que Matrice. Okay, c'est bon. Cette série-là, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a des personnages reconnus du mythos horreur, donc le monstre de Frankenstein et Dr. Frankenstein, Dracula, Dorian Gray. Ça, c'est l'homme qui se trouvait tellement beau que souhaitait que ce soit sa peinture plutôt que lui qui vieillisse. Donc, ça va être une série dans laquelle ils vont se partager l'écran, donc j'ai bien hâte de voir. Dans les retours les plus notables, on a Mad Men, qui vont revenir pour la première moitié de leur dernière saison sur AMC au mois d'avril. Une autre série, tu en as parlé tantôt, House of Cards. La deuxième saison commence et se termine le 14 février parce que c'est sur Netflix. Oui, donc ça sort tout d'un coup. Excellente série. J'ai pas encore écouté, mais c'est sur ma liste à écouter. C'est sur ma wishlist. Il faut vraiment que je l'écoute. Ça a l'air très bon. Kevin Spacey était peurant. Okay. Il fait peur. C'est un personnage fantastique. Quel acteur magistral. Tout ce qui touche, généralement, là, c'est très rare qu'il se plante. Fait de très bon choix de casting, puis le gars est capable de performer. C'était le seul bon point de Superman Returns, selon moi. Oui, à la limite. C'est la seule chose pour laquelle le film valait quand même la peine d'être vu. The Walking Dead, probablement que tout le monde est au courant parce que tout le monde l'écoute, ça revient le 9 février. Ben, j'écoute pas, j'ai juste vu la première saison, je fais comme... Ah, c'est bon, il n'y a pas de deuxième. Il y a une troisième saison puis une quatrième saison, mais il n'y a pas de deuxième saison. OK. Hannibal, la série sur le meurtrier en série qui se passe quelques années avant son arrestation dans le silence des anneaux, des agneaux, pardon. Ça se passe avant ça. Excellente série. C'est le fun de voir un thriller psychologique comme ça. Et il y a beaucoup, je sais pas comment le dire en français, de gore. Les morts, les cadavres. Viscères, beaucoup d'entrailles, beaucoup de... Community. La cinquième saison est déjà commencée. Ça a recommencé le 3 janvier. Oui, on avait survolé la semaine dernière. C'est Mikey qui nous parlait que le concepteur original de la série est de retour. Et ça paraît. Ça paraît. Si vous avez trouvé la saison 4, la saison 5, après 3 épisodes, c'est à se pitcher dans les murs. Il faut que je valide l'information, mais je crois que le 3e épisode, celui de jeudi qui vient de passer, a été dirigé par David Fincher. Hein? Monsieur David Fincher. Je crois que oui. Faut que je valide parce que j'ai lu en diagonale, c'était soit un hommage à, mais je crois que c'était un hommage et dirigé par. OK. Donc, Game of Thrones a pas de date de retour, mais ça va être au
printemps. Ouais, c'est ça. Probablement autour de mars, comme l'année dernière. Là. Probablement. Sur HBO. Orange is the New Black, la 2e saison. J'ai écouté quelques épisodes, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pour la série. C'est drôle. Il y a de quoi. Là. Il serait renouvelé pour 3 saisons. Okay. Une qui va te surprendre. Ali G Resurrection en février sur FXX. Ouais. C'est toutes les émissions de Ali G Show avec les introductions de Sacha Baron Cohen et des épisodes jamais vus en Amérique. Mais il n'y aura pas de nouveau matériel. Okay. Ils font juste repasser le vieux avec des intros de Sacha et des épisodes qui sont pas passés en Amérique. Okay. Et je crois qu'il y a plusieurs amateurs. La série Archer recommence le 13 janvier sur FX. Ah oui, Archer, c'est drôle. Je suis rendu à la 2e saison, mais l'espion en année. Ah, c'est de l'humour comme c'est de l'humour tel que Simon Boucher l'aime. Et ça vous donne une idée du genre d'humour, là. Alors, on fait signe en console de tirer à la fin de l'émission. Ouais, donc, c'est ça. Donc, alors, on va nous suivre. C'est Tout Feu, Tout Flamme, c'est bien ça? Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Hey, merci Laurent pour ce survol, dans le fond, des séries télé qui s'en viennent. Ça fait plaisir. Merci Isabelle pour remplacer à brûle pour point. Écoute, c'est un immense plaisir. Yes. Et moi, je vous salue tous et toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine, une autre émission des Geeks Contre-Attaque. Salut les geeks. Gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Hey, don't mess around with the Space Force. Watch out!